Le monde a réagi d'une manière sans précédent, unie et coordonnée à la grave erreur de Vladimir Poutine, qui porte la plus grande responsabilité des morts et destructions en Ukraine. Cette déclaration a été prononcée par Justin Trudeau, Premier ministre canadien, vendredi dernier. Comme beaucoup d'experts, il a mis en relief ce qui pourrait être l'erreur de Vladimir Poutine. Poutine a décidé d'attaquer l'Ukraine le 24 février 2022. Il a alors mis fin à 75 ans de paix en Europe en envahissant un voisin pacifique. Ses ambitions affichées, décapiter militairement l'Ukraine, mais aussi mettre au point une dénazification qui impliquerait un changement de régime. La dénazification fait partie de la rhétorique soviétique, qui vise à crédibiliser le discours russe ou soviétique. C'est un moyen de justifier leur présence qui est historique. Poutine réactive ici donc une vieille propagande. Les ambitions de la Russie, c'est également rendre l'Ukraine neutre en l'éloignant de l'Europe et de l'OTAN. Demander la neutralité de l'Ukraine, c'est une attitude très soviétique. L'Ukraine n'acceptera probablement jamais et c'est pour cela que les négociations qui sont en cours ont peu de chances d'aboutir. Poutine souhaite également une reconnaissance de la Crimée. Poutine est un grand nostalgique du passé. L'Ukraine était le cœur de la Russie depuis le Moyen-Âge, puis a fait partie de son étranger proche. Emmanuel Macron lui-même a dit qu'il n'avait pas réussi à parler du présent avec Poutine. L'enjeu est donc identitaire, mais il est aussi stratégique, car la Russie se sent encerclée depuis maintenant 2 siècles. Un corridor humanitaire se met actuellement en place, tandis que les civils ukrainiens souffrent face à la violente offensive russe. Plus de 1000 éléments de l'infrastructure militaire ukrainienne ont été touchés. Le centre de Kharkiv a été touché par des bombardements à l'heure où j'enregistre cette vidéo. S'agit-il de la plus grande erreur de Poutine ? Le nucléaire est-il l'issue de ce conflit ? Je vous propose aujourd'hui quelques clés de lecture. Nombreux se demandent si Poutine n'est pas déraisonné. Selon Pascal Boniface, Vladimir Poutine n'a pas perdu la raison et n'est pas devenu irrationnel. Néanmoins, il rappelle que Poutine est au pouvoir depuis déjà 22 ans. Qui plus est, l'isolement dû au Covid-19 a privé en partie le président de la Fédération de Russie de conseils intellectuels, stratégiques et psychologiques. D'autres experts affirment que Poutine est, comme dans sa bulle, isolé en quelque sorte et principalement guidé par sa propre volonté. Il utilise la rhétorique de l'agresseur agressé construite sur une forte propagande, tandis que son entourage vit dans la terreur et a peur de lui. Il est possible de considérer que l'intervention russe en Ukraine est une erreur stratégique parce qu'elle va desservir un grand nombre des intérêts russes. En arrivant au pouvoir, Vladimir Poutine a évoqué son souhait de redorer la Russie, sa situation et son rayonnement. Or, la guerre en Ukraine va avoir un impact fort sur la Russie et sur sa population. En termes d'économie notamment, Bruno Le Maire affirmait aujourd'hui « Nous allons provoquer l'effondrement de l'économie russe ». Et en effet, les sanctions économiques vis-à-vis de la Russie sont nombreuses et sévères. La prospérité, la paix et le modèle de l'Union européenne sont en danger et elle est bien décidée à les défendre collectivement et efficacement avec des sanctions financières particulièrement sévères. Même la Russie applique intégralement les sanctions européennes, c'est du jamais vu. L'économie russe souffre déjà d'une très forte inflation, le rouble a chuté de près de 30% et va souffrir des nombreuses sanctions sur les exportations vers le pays, sur les avoirs russes à l'étranger et sur le système interbancaire. L'Union européenne va imposer des coûts massifs à la Russie. Les transactions avec la Russie sont désormais interdites, les avoirs financiers, les biens immobiliers et mobiliers appartenant aux oligarques russes sont gelés. La moitié des importations de high-tech en Russie devraient être stoppées, ce qui va empêcher au pays de se moderniser et d'innover. Cela va être plutôt dramatique pour la population russe car elle va perdre son pouvoir d'achat et elle va devoir se serrer la ceinture comme on a pu l'entendre dans les médias. Cela va donc être très concret et rapide. Les prix des produits de consommation courante vont plus que doubler et impacter la population russe dans son quotidien très rapidement. De façon globale, Vladimir Poutine affiche son sourire dans les médias. Mais ce n'est qu'une stratégie de communication. Les sanctions économiques européennes ont surpris par leur rapidité, mais surtout par leur poids qui va coûter cher à la Russie. L'Union européenne est au rendez-vous, unie, selon les mots de Jean-Dominique Giuliani, président de la Fondation Robert Schuman. Sur la scène internationale aussi, cette décision d'envahir l'Ukraine de Vladimir Poutine va avoir des répercussions. La Russie apparaît aujourd'hui comme un véritable paria sur la scène internationale. C'est du moins ce qu'affirment de nombreux universitaires. Le rayonnement politique, culturel et sportif de la Russie est désormais entaché sur la scène internationale. Les sanctions internationales pèsent beaucoup. Le sport, par exemple, a un impact pour la Russie et il participe largement à mettre le pays au banc de la scène internationale, dans tous les domaines.
Par ailleurs, Poutine comptait largement sur les fractures du monde occidental pour gagner du terrain. Pourtant, l'OTAN et l'Europe apparaissent plus fortes et soudées que jamais. En parallèle, Zelensky, le président ukrainien, n'a pas fait une seule erreur de communication. Il s'affiche en héros en restant volontairement en Ukraine et en s'engageant dans le combat et dans la protection des civils. Il a ainsi obtenu le soutien de très nombreux pays qui condamnent en masse le comportement russe. Cette situation donne de l'espoir. On constate qu'un État voyou est immédiatement condamné sur la scène internationale aujourd'hui et qu'il y a des limites à ne pas franchir dans certains cas. Le peuple russe va par ailleurs souffrir de l'éloignement des médias et de l'accès à l'information. Ils n'ont à présent plus accès aux chaînes internationales. Sur le plan de la guerre en général, il convient de noter que donc la résistance en Ukraine est plus forte que prévu. Le président Zelensky n'a pas quitté le pays comme Yanukovych en 2014, malgré la proposition d'extradition des États-Unis. Les Ukrainiens sont déterminés et engagés, civils comme militaires. Pascal Boniface parle de détermination farouche. La progression semble plus lente que prévu et c'est principalement une bataille d'images en Occident et en Russie. Le peuple russe s'exprime contre la guerre aujourd'hui. On a pu le voir dans la presse. Des milliers de Russes sont sortis dans la rue pour manifester. Ils ont pris tous les risques. Ceux qui sont sortis dans la rue ont été emmenés au poste. Ils pourraient être de plus en plus nombreux à braver la police et à sortir pour manifester leur mécontentement. Poutine se rend compte aujourd'hui que l'Ukraine est plus occidentale que prévu. Et même qu'une part du peuple russe partage ce sentiment qui tend vers la liberté. Cette guerre n'est pour l'instant pas une victoire pour la Russie. Si Poutine joue sa place dans l'histoire, il est aujourd'hui en échec. Un échec qui devrait s'élargir selon les experts car il va multiplier les victimes parmi les civils et donc se décrédibiliser. L'UE a franchi un cap en renforçant les sanctions contre Poutine, mais surtout parce que pour la première fois, elle va financer l'achat et la livraison d'armes à l'Ukraine. Un budget de 450 millions d'euros. C'est inédit. Une Europe de la défense qui n'a jamais réussi à voir le jour à cause des mécontentements, à cause des fractures, des incompréhensions. Même l'Allemagne a doublé son budget militaire et participe à la livraison d'armes en Ukraine, une décision historique depuis 1945 qui rompt sa doctrine. Là encore, l'Union européenne surprend, de par son efficacité et sa volonté de préserver son modèle et sa capacité à finalement s'accorder sur le plan militaire. L'espace aérien européen est également fermé à la Russie, tandis que les médias RT et Sputnik sont interdits en Europe. Mais en attendant, la situation s'aggrave en Ukraine, tandis que la menace nucléaire est au centre de tous les esprits. Il faut garder en tête que le nucléaire est le scénario du pire et qu'un système antimissile très sophistiqué est situé en Roumanie depuis 2010. Mais la question se pose. Vladimir Poutine a mis en alerte sa force de dissuasion nucléaire dans les derniers jours, une décision glaçante et sidérante, qui a probablement été prise bien avant cette annonce. Là encore, Vladimir Poutine veut créer un choc en brandissant la menace nucléaire, et il est écouté avec attention, car c'est une menace à prendre au sérieux. La Russie a récemment augmenté sa capacité nucléaire avec des missiles hyper véloces qui sont très rapides et dont on ne connaît pas les trajectoires car leur capacité est aléatoire, ce qui est inquiétant. Il ne veut pas dissuader les pays occidentaux de l'attaquer, il veut terrifier les opinions, selon Pascal Boniface. La situation est comparable à 1956, quand la Russie a voulu effrayer la France et le Royaume-Uni pendant la crise de Suez. On ne peut pas prendre à la légère cette menace. Elle a pour but d'empêcher l'Occident de soutenir l'Ukraine et nous ne pouvons céder à cela. En Biélorussie, une nouvelle constitution a été approuvée par référendum autorisant les armes nucléaires sur le territoire. Une situation très dangereuse selon le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell. Cela signifie que la Russie va mettre des armes nucléaires sur le territoire biélorusse. L'Ukraine se sent aujourd'hui dupée, ayant abandonné l'accès à l'arme nucléaire en échange de la reconnaissance russe de ses frontières par le passé. Elle est aujourd'hui piégée finalement. Il faut néanmoins préserver les canaux diplomatiques avec la Russie, continuer de parler avec Poutine pour tenter de désamorcer la crise. 10 jours de discussion avaient été nécessaires pendant la crise de Cuba en 1962. L'espoir donc reste et le nucléaire n'est pas une fatalité. C'est avec Poutine qu'il faut discuter pour obtenir un cessez-le-feu, comme l'a fait Emmanuel Macron via un appel téléphonique du 28 février. Entamer ces négociations, c'est aussi permettre à Poutine de sortir de cette crise, de se retirer, en échec bien sûr comme on l'a dit précédemment. En cas d'attaque nucléaire, la France est en alerte permanente et n'est pas contrainte par l'OTAN, car elle a la souveraineté nationale. L'OTAN se concerterait probablement afin de contrôler l'escalade nucléaire. Selon la charte de l'OTAN, donc, chaque État membre doit se protéger en cas d'attaque nucléaire. Les États dotés de l'arme nucléaire s'entraînent et sont prêts en permanence pour dissuader un acte dangereux. Il est nécessaire de se préparer à une attaque potentielle dans le camp occidental, mais le dialogue diplomatique est plus que jamais à privilégier. Et je le rappelle, le nucléaire n'est donc pas une fatalité, bien qu'il soit complètement imprévisible.
Il reste donc à surveiller comment la Chine va se positionner dans ce conflit, si elle se positionne. Elle apparaît réellement en arbitre aujourd'hui et son positionnement pourrait changer la donne. Je tiens à rappeler que la situation reste soumise à évolution et qu'elle est des plus délicates. Nul ne connaît l'issue du conflit à ce jour, ni les stratégies des États et encore moins celles de Vladimir Poutine. Cette vidéo est faite d'analyses d'universitaires et d'experts qui suivent comme nous l'évolution du conflit et je vous invite à partager également et à débattre dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et de me soutenir. À bientôt.